Bienvenue donc à cette émission en live dont le titre est « La fin du batch ». Alors pour parler de la fin du batch, je suis très heureux d'accueillir Virginie de BNP Paribas. Virginie, qu'est-ce que vous faites chez BNP Paribas? Je suis product manager dans le département du cash management, donc chez BNP, et je m'occupe en particulier des canaux utilisés à l'international par les clients, donc tout ce qui est SwiftNet, IBIX, API, Connexis Cash, etc. Voilà un beau métier. Maxime, de chez Deloitte, belge aussi, comme vous allez pouvoir l'entendre. Je vais faire de mon mieux pour éviter l'accent, mais en tout cas, voilà, j'ai rejoint Deloitte il y a 5 ans. Au préalable, j'avais travaillé 13 ans dans différentes sociétés internationales, centres de trésorerie comme back office, front office, middle office, project management. Et au niveau de Deloitte, je m'occupe essentiellement de tout ce qui est projet lié à la technologie, système de trésorerie, connectivité et autres. Merci Maxime. Et donc cet atelier vous est proposé par Kiriba. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Kiriba en la personne de Félix. Merci, donc Félix Révy, responsable produit API chez Kiriba. Donc, je suis en charge de tout ce qui est connectivité ERP, bancaire et exposé des API Kiriba. Et bien sûr, on va parler aujourd'hui de la connectivité API bancaire. Merci Félix. Alors donc, la fin du batch, j'imagine que, comme moi, cette question vous interpelle, cette locution vous interpelle en disant « Mais qu'est-ce qu'on entend par la fin du batch ?» Et je propose que l'on pose la question au consultant. Il faut toujours commencer par le consultant. C'est un peu une règle de base. D'abord parce qu'on a toujours besoin d'un consultant, ça je pense que vous le savez. Et je vais donc poser la question à Maxime. Donc au niveau du batch, effectivement, il y a deux perspectives, hein, la partie paiement et la partie reporting. J'ai également assisté à d'autres sessions, donc c'est un peu la même information qui est redite dans ce cas-ci, mais effectivement le batch, au niveau paiement, il va encore rester pour un bon moment, essentiellement au niveau des paiements fournisseurs. Donc on reçoit les factures, il y a des dates à payer, il y a les batchs qui sont tournés, ça fonctionne assez bien. Il n'y a pas besoin d'avoir cette urgence de l'envoyer, d'avoir immédiatement la confirmation que le supplier a bien été payé. Donc à ce niveau-là, ça va rester. Là où il va y avoir tout son sens, c'est effectivement lorsque cela concerne des paiements urgents, des virements de trésorerie, des gros montants. Donc là, effectivement, on espère avoir et pouvoir donner, s'assurer que le bénéficiaire reçoit les fonds le plus rapidement possible. Donc c'est là qu'interviennent effectivement les API pour pouvoir effectivement envoyer ces paiements aux banques ou bien même recevoir l'information de différents endroits de la société avec les ERP. Mais en tout cas, là, clairement, il y a un gros potentiel. L'autre partie, c'est au niveau reporting. Au niveau reporting, effectivement, on connaît bien les prior day statements, les intraday également, mais effectivement, au niveau du travail d'un corporate, l'intérêt, c'est d'avoir non pas un flux constant de tout ce qui rentre sur le compte tout au long de la journée, mais c'est de se dire, à un moment, je clôture ma position. En tant que trésorier, vous avez d'autres choses que simplement regarder les positions bancaires. Il y a les prévisions, il y a les variance analysis, la gestion du risque. Donc, c'est un moment de se dire dans la journée, j'ai besoin de savoir exactement où est-ce que j'en suis au niveau de mes positions bancaires. Et alors, il y a tout un impact également qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a une partie de réconciliation aussi par rapport aux prévisions. Donc, on doit quand même repenser les flux, les procédures en interne pour pas recevoir l'information. Il faut savoir la contrôler. Il faut que l'information reçue soit consumée, soit analysée, soit utilisée. Autrement, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, avoir l'information real-time au moment où on en a besoin, ça c'est primordial. On parle effectivement de la trésorerie, mais on pourrait très bien imaginer que les comptables veulent aussi avoir le même type d'informations à d'autres moments que la trésorerie pour savoir est-ce que tel client a payé, oui ou non, et déjà travailler sur la journée du lendemain et ne pas forcément attendre le batch, le prior day bank statement pour commencer à faire le cash application dans leurs différents systèmes. Alors pour un éditeur de logiciels, la fin du batch, je pense que bien sûr toutes ces questions de métier vous intéressent, mais il y a aussi forcément des questions logicielles, des questions techniques. Oui, tout à fait. Donc effectivement, cette évolution nous a poussé à changer l'architecture du logiciel pour faire en sorte qu'on puisse récupérer ces informations au fil de l'eau et non plus à plusieurs moments de la journée prédéfinis. Et ce sont des gros changements qu'on a effectués. Et étant donné qu'on a une solution SaaS, on a fait levier sur les nouveautés technologiques telles que peut l'offrir des technologies de microservices qui permettent l'évolution logicielle, de récupérer les informations en temps réel et de façon asynchrone.
puisqu'effectivement, contrairement au batch où on va prédéfinir le moment à laquelle on va recevoir la data, cette fois, c'est des choses qui sont faites au fil de l'eau. Donc potentiellement, la banque peut nous informer qu'une donnée est prête, on va venir la récupérer. Il y a quelque chose de beaucoup plus réactif, beaucoup plus instantané, qui fait qu'il y a un impact, en effet, niveau architecture. Ça, c'est une première chose. Et de l'autre côté, écran et fonctionnalité, les informations arrivent de façon beaucoup plus immédiate. Alors que nos écrans étaient assez statiques, donc on a une information de cache management, de balance. Aujourd'hui, on a une information qui est beaucoup plus réactive. Les chiffres de balance évoluent au cours de la journée. Nos clients veulent pouvoir, en appuyant sur un bouton, rafraîchir la balance parce qu'ils sont en attente, par exemple, d'un paiement et la confirmation d'un paiement. Et ça, c'est à la fois des changements côté back-end, donc côté microservices, mais côté UI aussi, donc une nouvelle expérience utilisateur qui permet de rafraîchir ses écrans et voir ses données au fil de l'eau. Donc c'est des vrais impacts, donc c'est pas juste quelque chose qui est plus rapide, c'est qu'il y a des impacts logiciels, des impacts au niveau expérience utilisateur et bien sûr métier, comme l'a souligné Maxime. Et alors pour Virginie, donc pour BNP Paribas, la fin du batch, ça veut dire quoi? Déjà, la fin du batch, oui, peut-être un jour, mais pas tout de suite. Puisque comme je pense Maxime l'a déjà indiqué, l'API est plutôt fait pour des petits volumes et pas pour des gros volumes, alors que le batch est bien fait pour les gros volumes. Et puis chez BNP, et c'est probablement le cas dans d'autres banques, on voit l'API comme un canal complémentaire aux canaux traditionnels et pas comme un canal qui remplacerait les canaux traditionnels. Et on voit qu'ils peuvent être utilisés, mais selon des cas d'usage bien spécifiques, et que ça demande, et ça, et Cyril et Maxime l'ont bien précisé, une adaptation des processus en interne chez les clients. Donc on voit que pour le SCT Instant, par exemple, qui est vraiment du paiement unitaire, la combinaison API et SCT Instant est vraiment idéale pour la demande de remboursement instantané, pour comment récupérer l'argent qui est sur un wallet, un portefeuille électronique, des choses comme ça. On voit par exemple que pour les autres types de paiements, aujourd'hui, il y a moins de demandes parce que les clients, comme l'indiquait Maxime, vont plutôt rester en mode batch. La demande plus forte qu'on a aujourd'hui, c'est sur le SCT classique, mais plutôt comme backup au SCT Instant dans le cas où la banque du bénéficiaire ne serait pas atteignable. Et alors, il y a des demandes sur le reporting, mais pour des cas plus spécifiques, comme l'indiquait Cyril, un trésorier qui voudrait, à un instant T, appuyer sur un bouton pour connaître sa position à un certain moment et pas attendre le reporting end of day ou le prochain batch qui tourne chez lui. Alors, j'ai une petite question sur les cas d'usage. Oui. Est-ce que chez BNP Paribas, vous avez des exemples un peu concrets de cas d'usage où vous avez sauvé la vie du client grâce au paiement instantané? Sauver la vie, je ne sais pas, mais... Ah, quand même, c'est ça qui compte. Je peux citer... j'ai plusieurs clients en tête, mais je vais peut-être... Bon, évidemment, je ne vais pas citer son nom, mais peut-être le cas d'une mutualité française qui a décidé de revoir son processus et qui a décidé de permettre à un client lorsqu'il va chez son médecin, de pouvoir charger sa facture du médecin, soit en prenant une photo via son téléphone et la télécharger dans l'app de cette mutuelle, ou soit utiliser le site web. Et puis derrière, le client a fait en sorte qu'il y ait un processus automatique, donc il a vraiment revu tout son processus, qu'il y a un processus automatique qui tourne pour contrôler, qu'il y ait un robot qui contrôle que tous les champs étaient bien présents sur cette facture. Et alors, si c'était le cas, le paiement instantané partait automatiquement. Et donc, le client retail, comme vous et moi, on pouvait charger la facture du médecin et dans les quelques secondes, on obtenait le remboursement sur notre compte. Alors voilà un exemple génial. Donc, vous êtes patient chez le médecin, mais impatient d'être remboursé. Et voilà que grâce à BNP Paribas, ça fonctionne. Bravo le jeu de mots. Vous avez d'autres exemples ou comme ça qui vous viennent en tête? Parce que je crois que les cas d'usage, ça permet aussi aux entreprises de dire, bah, tiens, ah oui, chez moi, j'ai un truc qui pourrait ressembler un petit peu à ça. Ou... le remboursement entre amis, je ne sais pas si je peux citer les noms, donc je vais pas le faire, mais le remboursement entre amis, vous avez une app où vous allez boire un verre, et vous dites ça, bah tiens, je te l'offre pas aujourd'hui, désolé. Hein. Donc, vous dites, faut changer d'amis. Tu me dois autant.
tu me dois autant, et donc l'ami peut vous faire le remboursement via cette app, et ça crédite automatiquement soit votre compte chez ce prestataire, ou soit vous pouvez choisir d'être remboursé immédiatement sur votre compte bancaire. Il y a aussi les sociétés de paris sportifs, par exemple, qui désirent pouvoir permettre à leurs clients de récupérer leurs gains en temps réel, et aussi le week-end, puisque le SCT Inst est 24/7, c'est du 24/7. Ça, effectivement, c'est une dimension importante que l'on oublie souvent. C'est que, effectivement, avoir des transactions en temps réel à l'heure où on est ouvert, on trouve que c'est formidable. Mais est-ce que pour un trésorier, recevoir une transaction qui a un impact sur sa trésorerie le dimanche à 7 h du matin, c'est une bonne nouvelle ou pas? Je ne sais pas. C'est une question qu'il faudra qu'on pose au trésorier tout à l'heure. Mais voilà. Eh bien, très bien, merci en tout cas pour ces cas d'usage. Moi, j'avais une question pour Félix. Hein. On peut t'appeler Cyril aussi ou... Ça marche aussi. Ok. Donc, pour Félix, qu'est-ce que vous avez déjà développé comme API précisément, voilà, chez Kiriba? Oui, alors on a commencé par les API de paiement également, donc real-time paiement, pour supporter les cas d'usage dont Virginie parlait, donc effectivement remboursement immédiat, possibilité pour les assurances de payer tout de suite les primes aux clients, mais également pour les paiements de trésorerie, donc les clients qui souhaitent faire des paiements entre leurs comptes aiment utiliser ces API instantanées. Donc ça, c'est les premières API qu'on a mis en place, real-time paiement. Ensuite, une grosse demande qu'on a, notamment en Europe, c'est tout ce qui est récupération de la balance en temps réel, donc tout ce qui est relevé de compte et possibilité de suivre sa balance temps réel. Et là-dessus aussi, on a demandé à nos clients qu'est-ce qui vous importe tant, pourquoi vous avez besoin de cette balance en temps réel. Et la plupart nous a répondu que c'est pour identifier l'excès de cash, pour pouvoir l'envoyer vers des plateformes d'investissement, par exemple, ou au contraire, lorsqu'il y a un problème de cash, pouvoir déclencher des demandes de crédit. Donc c'est des choses qui sont très demandées. Donc c'est pour ça que côté Kiriba, on a fait l'accent pour l'intégration de ces API bancaires. Donc on intègre BNP par exemple, mais bien sûr d'autres banques, aussi bien pour la partie paiement que pour la partie récupération de compte de type balance ou de type liste des transactions. Et alors dans un monde du batch, on vivait en silo. On avait le silo ERP, le silo système de RH. Puis ensuite, on avait le silo trésor, pourquoi pas même le découper en deux avec le silo communication bancaire, le silo de la banque, et puis ensuite le silo, etc., jusqu'au fournisseur. Dans ce que vous nous expliquez, si on veut être en temps réel, il va bien falloir que ces silos soient un peu dans une espèce d'ensemble de grains mélangés. Et donc, peut-être Maxime, quelle vue vous avez, vous, sur ce qui se passe un peu dans le monde des entreprises, entre l'interconnexion des systèmes, on va citer SAP, Oracle, etc., mais aussi des trucs de RH, et les systèmes de trésor, de manière à ce que Kiriba a mis en place et qui fonctionne bien avec les banques puisse être propagé et utilisé, évidemment, dans les systèmes qui en ont réellement besoin. Oui, donc effectivement, je dirais que de ce côté-là, le trésorier doit rester maître et doit garder un contrôle sur tous les paiements qui partent de leur compte. On peut très bien, et il devra avoir des changements au niveau des procédures d'approbation des paiements pour que le paiement que l'on exécute et que l'on veut voir directement envoyé aux banques ne soit pas bloqué à un certain moment dans la procédure. Donc il faut repenser le flux de réception de la demande de paiement, quand même avoir une mise à jour des prévisions pour les trésoriers, mais ne pas l'empêcher. Donc, on attend effectivement des systèmes de trésorerie qui puissent pouvoir gérer cette communication instantanée vis-à-vis des ERP ou d'autres systèmes internes à la société et de faire le lien avec les banques. Mais le trésorier doit rester de toute façon au courant et doit vraisemblablement déjà avoir mis en place des procédures spécifiques en fonction de, voilà, tel paiement, le montant est assez faible, j'ai suffisamment de comptes de montant, un solde suffisamment élevé pour qu'ils partent, je ne veux pas être en négatif, je ne vais pas payer un overdraft, mais en tout cas, ça nécessite clairement de repenser pour ce type de paiement-là, quelle sera la procédure à partir de l'exécution de la demande de paiement jusqu'à l'envoi des banques. Mais le rôle du trésorier reste pour moi primordial de ce côté-là.
Félix, vous avez déjà réfléchi à cette question de l'automatisation dans certains cas? Et si oui, dans quel contexte? Oui, tout à fait. Donc, on a de nombreux clients qui souhaitent tirer bénéfice de ces API temps réel. Et typiquement, exactement comme expliquait Maxime, on a des demandes de clients qui souhaitent intégrer des fonctionnalités de paiement dans d'autres outils. Donc, pas forcément l'outil de trésorerie, mais dans des outils de type communication, de chat ou autre, avec comme volonté d'approuver des paiements à la volée, donc de façon instantanée, temps réel, sans se connecter sur le logiciel de trésorerie, donc potentiellement sur un téléphone portable ou lors d'une réunion, vérifier la balance, donc vérifier le cash disponible avant de pouvoir approuver le paiement. Donc typiquement, là, on a besoin d'appeler une API BNP potentiellement de récupération de compte pour vérifier combien on a de cash, avant de pouvoir dire oui, j'accepte de faire ce paiement instantané puisqu'il va impacter directement mon cash disponible. Et ça, c'est des exemples que beaucoup de clients nous demandent et qu'on est en train de déployer grâce aux API dans ces différents clients. Et Virginie, j'imagine que pour la personne des canaux que vous êtes, la question des écluses est quand même un sujet fort. Parce Oui. qu'en fait, le client là, qui va laisser un automate payer à sa place, il faut quand même qu'il soit identifié, qu'il ait des pouvoirs bancaires. Enfin, j'imagine qu'il y a toute une question autour de ça. Alors parlez-nous un peu des écluses des canaux de BNP Paribas. Mais dans le cadre de l'API, il y a bien un système de certificat et d'identification du signataire. Là où c'est un peu différent, va-t-on dire, d'un 3SKey, par exemple, qui est plutôt une signature individuelle, c'est que dans le cadre du SCT Inst, pour que ça fasse tout son sens, et donc qu'il y ait une automatisation du processus qui soit vraiment réalisée de bout en bout, c'est une signature plutôt de niveau corporate qui est utilisée. Mais évidemment, dans nos bases, on a une personne qui est bien identifiée, en face duquel il y a des pouvoirs, et cette personne est liée au certificat que le client va nous passer. Donc nous, chaque paiement qui est signé et qui nous arrive, on l'identifie comme signé par cette personne. Et après, allez, ce que disaient Maxime et Félix, désolée, est très juste. Il est important pour le client d'avoir une vue sur sa balance et de revoir ses processus et toute cette validation de signature, parce qu'il y a un vrai enjeu au niveau du trésorier, puisque dans le cadre du SCT Inst, vu qu'il y a vraiment une automatisation du flux et du processus de validation du paiement, il a moins une vue sur le décaissement qui se fait. Il doit être apte à suivre tous ces SCT Inst unitaires qui sortent de son compte. Et donc, il doit pouvoir suivre sa trésorerie. Et donc, il y a vraiment matière à évolution et à revoir le procédé ici. Et alors cette question donc de la signature m'intéresse particulièrement. Donc un robot qui travaille est adossé à une vraie personne en chair et en os qui signe sans signer. Donc ça, on arrive à comprendre. Mais alors après, je me pose une question quand même. J'imagine que pour que cette confiance du signataire déclaré dans le robot puisse bien marcher, j'imagine que vous avez mis en place des choses qui permettent de lutter activement contre la fraude, sans parler de tous les autres problèmes de lutte contre la criminalité financière. Mais... Tout à fait. Donc, comme disait Virginie, effectivement, il y a cette notion de certificat qui permet d'authentifier que c'est bien le corporate qui va exécuter le paiement. Donc ça, c'est une première chose. Donc, on est bien sécurisé de ce côté-là. Mais les paiements instantanés ajoutent un risque supplémentaire. Étant donné que c'est instantané, le paiement, une fois qu'il est parti, il est parti. La personne la reçoit tout de suite. Donc, il y a un vrai risque d'identification des IBAN pour vérifier que tout cela est valide. Et pour cela, on s'appuie sur des modules de détection de fraude. Donc le système de TMS comme Kyriba en a en natif, mais également on s'ouvre pour supporter des engines de détection de fraude externes. Donc typiquement des sociétés comme TrustPair ou SysID proposent ce genre de solution d'identification de fraude, vérifier que l'IBAN de la personne correspond bien effectivement à cette personne. Et pour ça, une fois de plus, via des API, on s'intègre avec ces deux partenaires. Donc c'est un bon exemple de collaboration grâce aux API entre le côté real-time, le côté compte et le côté identité. Alors, je vois que le temps passe et on va quand même garder un peu de temps pour les questions. Donc j'en ai une dernière avant d'ouvrir la question à nos éminents auditeurs qui sont assis. C'est assez sympa quand même ce setup-là. Je trouve ça bien.
Alors, donc, avant de vous passer la main aux questions, j'avais une dernière question. Dans le monde européen ou français, on voit bien qu'on a des agrégateurs ou bien des initiateurs de paiement qui arrivent à travailler avec plusieurs banques. On sent que c'est compliqué, mais ils y arrivent quand même, avec une seule authentification de la part du client. Mais dès qu'on passe, pour des clients comme ceux qui sont ici, dans le monde des grandes banques, on voit bien qu'on n'est plus en Europe, on est partout dans le monde, etc. Et donc la question de la standardisation à minimum, enfin quand même une forme de standardisation des API se pose à la fois pour le format d'échange, pour la manière de mettre en place le tuyau, pour la sécurité et même pour finalement les requêtes, etc. Comment, chez BNP Paribas, vous avez traité le problème d'avoir une offre qui soit comme BNP Paribas, worldwide? Point de vue connectivité, on voit que c'est assez standard. Il y a une double authentification, un certificat SSL qui est utilisé, ainsi que le mécanisme OAuth2 pour ceux qui sont un peu familiers avec l'API, qui est vraiment inhérent à l'API. Par contre, au niveau du format, c'est vrai qu'il y a des divergences entre les banques. De notre côté, on prend le pli d'utiliser le même format, quelle que soit la localisation des comptes des clients dans le monde entier. Et je peux d'ailleurs dire qu'aujourd'hui, on travaille sur un pilote avec Swift. Donc pour ceux qui ont suivi la session de Swift juste avant, on parlait de Instant Cache Reporting. Donc c'est un pilote qui est organisé par Swift avec plusieurs banques dont on fait partie, des vendors, donc Kyriba, et des clients. Et dans ce cadre-là, BNP fournira des API de reporting, donc en collaboration notamment avec Kyriba, permettant à des clients d'avoir accès à leurs comptes dans le monde entier et en utilisant un même format qui sera le format Swift et qui, on l'espère, deviendra le standard mondial. Et les paiements, etc., devraient suivre. Donc le rôle central de Swift, finalement, pour cette partie. Et pour vous, Kyriba? Effectivement, on a commencé à intégrer les API, on va dire propriétaires des banques, pour commencer. Donc, comme disait Virginie, il y a quand même des choses qui se ressemblent fortement d'une banque à l'autre, mais les formats restent quand même assez spécifiques. Et c'est pour ça qu'on participe à cette initiative avec Swift de normalisation. Donc, il y a cette initiative qui a pour vocation d'avoir une seule API unique pour commencer par du reporting, qui va simplifier, on espère, la popularisation des API par différentes banques et non pas uniquement par les grosses banques. Parce qu'aujourd'hui, les premières banques qui ont sorti des API, bien sûr des très grosses banques comme BNP, Société Générale, JP Morgan, etc. Et on espère qu'avec cette initiative Swift, des banques plus petites vont suivre et faciliteront l'accès aux API à tous nos clients. Merci pour cette réponse. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle, si quelqu'un a déjà pensé à la question qu'il voulait poser et a envie de recevoir la catchbox, en espérant qu'elle fonctionne cette fois-ci. Peut-être juste poser un petit commentaire de mon côté. Voilà. Sans catchbox. Voilà. Si effectivement, je dirais, la question des formats, c'est un peu moins l'intérêt pour les corporates parce que vous attendez réellement des systèmes que vous utilisez d'être directement connectés à BNP, d'être connectés à SAP ou les différentes IRP que vous avez. Il y a vraiment un point pour moi qui est le plus important et c'est de ne pas laisser la question des API uniquement aux vendeurs ou à vos softwares, parce qu'il y a vraiment aussi la question des Open API. Ça veut dire que tous les vendeurs tels que Kyriba, les banques, ils mettent déjà à disposition sur le net, via des portails bien spécifiques, énormément d'informations sur comment se connecter par vous-même et créer vous-même ces petits calls, ces petites demandes d'informations, de transactions bancaires. Si vous utilisez PayPal met aussi à disposition énormément d'informations. Donc vous pouvez également vous-même suppléer, pour autant que vous avez un petit peu d'affinité au niveau IT et de l'écriture, le script, des différents langages, des JSON files ou bien autres. Mais c'est vraiment de dire que vous pouvez créer votre propre reporting qui va aller chercher des informations de PayPal, des informations de Kyriba, des informations de BNP et créer votre propre outil instantané. Vous allez cliquer sur le bouton et vous allez avoir toutes ces informations-là. Donc, ne sous-estimez pas, ne laissez pas les API aux autres. Au niveau de la société, en interne, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire pour améliorer la communication de la trésorerie vis-à-vis des filiales. Les filiales peuvent communiquer, avoir les soldes interbancaires, intersociétés, les factures payées en faisant également des calls API sans devoir demander à la trésorerie les informations nécessaires.
Ah, Ignacio, ça c'est un ami. Est-ce que ça fonctionne? Parfait, non. Donc, tu soulèves un point super important, mais on se pose la question suivante. Quand on parle avec des fintechs, ils nous disent que pour faire une API avec BNP, Société Générale ou n'importe quelle banque, ça prend 6 mois minimum. Ou plus. Mais c'est peut-être pas la mise en place technologique, c'est la mise en place du KYC, c'est la mise en place du contrat qui lie les deux parties. Est-ce que tu penses que nous, comme corporate, on sera capable de faire pareil et de faire beaucoup plus vite? Et comment? Est-ce qu'il faut passer par l'open source? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Je dirais de mon côté, certainement pas 6 mois. Je veux dire, vous utilisez certainement Excel, vous utilisez par défaut, il y a Power Query, et donc en utilisant Power Query, vous faites un code de 20 lignes qui va simplement se connecter par rapport effectivement à Kyriba. Donc, c'est pas compliqué, moi je peux le faire, le département IT pourrait le faire, mais donc... Mais là, tu parles du reporting, ça c'est facile. Oui. Mais si on veut passer à l'échelle supérieure, c'est au paiement, vraiment à l'instant payment. Comment je peux avoir la connectivité directe avec BNP? Alors, je propose 2 réponses. La première, c'est une réponse technique. Si, oulala, Power Query, tout ça, je trouve que c'est difficile. Il y a un cours à la FTE. Donc, la FTE propose une formation avec la famille Ravenel, Jérémy et Florent, qui sont des super spécialistes. Jérémy, c'est un ancien de la trésorerie de Technip. Et donc, inscrivez-vous à cette formation de la FTE. Donc ça, c'est pour régler l'aspect comment je fais pour écrire les 20 lignes dans Power Query. Et vous allez voir qu'en fait, c'est assez facile. Enfin, presque. La deuxième question, c'est que je pense que la question d'Ignacio, elle n'est pas pour Maxime, elle est pour Virginie. Mais chez nous, si vous êtes déjà client BNP, finalement, l'API, c'est un canal comme un autre, sauf que c'est censé même aller plus vite à implémenter. Mais ça dépend beaucoup de vous, à vrai dire. Il y a un contrat à signer, un contrat de connectivité, mais qui est basique. Quelques informations à donner, votre certificat à vous procurer pour pouvoir vous identifier, vous identifier et pour pouvoir signer les paiements, uniquement si on parle de signature de paiement, enfin d'envoi de paiement. Mais sinon, après, c'est à votre IT, enfin, on vous donne les specs, on vous dit voilà, vous devez nous appeler comme ça, voici les specs. Et finalement, c'est quelque chose qui prend beaucoup moins de temps qu'un canal traditionnel parce que c'est plus facilement intégrable et donc je ne vois pas le problème. Non, non, mais réellement, et on le voit avec nos pilotes, et avec nos pilotes qu'on est en train d'implémenter maintenant sur l'Instant Cash Reporting, mais aussi, on a déjà de l'expérience avec les clients sur le SCT Instant, et je peux vous assurer que c'est rapide, mais ça dépend finalement plus du client que de nous. Alors, est-ce qu'on a dans la salle un client qui a trempé d'une manière ou d'une autre dans une problématique d'Instant Cash Reporting ou quelque chose comme ça, ou de paiement instantané? Est-ce qu'il y en a un qui a envie de parler? Non. Ok. Alors il y en a, mais ils n'ont pas envie de parler. Donc vous pouvez me contredire, hein, j'ai pas de problème. Bon, c'est que ça marche très bien. Oui, et puis sinon, bon, je ne vais pas faire de la pub pour un système, bon, un TMS, on va dire, va prendre en charge la connectivité aussi instant avec BNP et autres. Donc c'est aussi une autre façon de se connecter au real-time. Ce n'est pas de faire l'effort vous-même et de passer par un outil comme un ERP ou un TMS. Voilà. Vous l'avez bien compris, nous étions dans un atelier organisé par Kyriba. Kyriba, le TMS qui se connecte à vos banques, mais aussi à vos ERP et à vos systèmes de lutte contre la fraude. Il nous reste 2 minutes. Alors ce que je vous propose pendant les 2 minutes qui restent, c'est de dire chacun un mot sur ce qui vous semble mais urgent à faire pour les trésoriers en matière de compréhension ou de mise en œuvre d'API. Maxime. Donc, à ce niveau-là, comme je l'ai dit juste avant, les OpenAPI, regardez simplement sur tous les systèmes de trésorerie ou autres que vous utilisez en interne, ils ont certainement déjà énormément d'OpenAPI disponibles. Et alors, ce sera à vous de réfléchir comment interconnecter les différentes informations. Je disais bêtement, par exemple, s'il y a un solde bancaire qui vous atteignez 1 million d'euros, ben pourquoi pas commander sur Uber Eats une bouteille de champagne. Donc, et ça, c'est un trigger facile à faire, de request call, et on y est. Donc vraiment aller chercher et penser out of the box pour dire qu'est-ce que je pourrais faire et ne pas forcément attendre de vos systèmes, d'essayer de répliquer exactement vos procédures en interne.
réfléchissez vous-même et essayez de le faire vous-même. Franchement, au niveau des départements IT, c'est pas compliqué. Ils sont peut-être déjà en train de travailler avec ces langages-là et alors discuter avec eux pour voir qu'est-ce que vous voulez réellement. Virginie? Pour moi, ce sera l'API, c'est tendance. On le voit aujourd'hui, beaucoup de clients nous contactent pour de l'API, mais ils ne savent pas vraiment toujours pourquoi. Donc, réfléchissez en interne à vos cas d'usage, à ce que l'API pourrait vous apporter. N'hésitez pas à demander des rendez-vous avec vos banques pour qu'ils vous expliquent mieux ce qu'est une API, avec BNP en particulier, mais pour qu'ils vous expliquent mieux ce qu'est un API et quel usage on peut en faire si vous n'avez pas encore cette connaissance. Mais ne foncez pas, allez, ça ne sert à rien de faire de l'API à tout prix, mais réfléchissez bien à vos cas d'usage et à revoir peut-être vos processus en interne. Et puis, commencez peut-être petit avec vos banques et expérimentez l'API et ensuite voyez plus grand. Et alors, avant de rentrer dans le développement, si jamais vous avez besoin d'une formation, donc comprendre la culture technologique du trésorier, c'est aussi à la FTE, c'est moi qui la donne. Et donc, on fait 2 sessions par an, la prochaine est en septembre, et il reste encore de la place. Félix. Alors, effectivement, le rôle du trésorier, c'est d'optimiser le cash. Donc, faire circuler le cash, faire en sorte qu'on optimise le mieux possible le cash disponible, le cash dont on a besoin. Et finalement, les API sont un moyen d'accélérer tout ça, faire en sorte qu'on puisse automatiser les différentes tâches et rendre ces tâches beaucoup plus fluides. Donc, derrière, il y a une question d'optimisation, d'amélioration. Et comme disaient Virginie et Maxime, voyez avec votre IT pour comprendre qu'est-ce qui est possible, les cas d'usage. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut être très, très bénéfique pour l'industrie en général. Eh bien, merci à tous. Merci à Kyriba de nous avoir éclairés sur cette question des API. Merci à Virginie et à Maxime d'avoir apporté leur rapport. Non, on peut dire autre chose, d'apporter leur science et leurs produits. Voilà. En complément à Kyriba et Félix. Merci à tous. Merci à vous.